Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, n'hésitez pas à nous dire d'où vous nous suivez. Et en attendant, on va patienter 2-3 petites minutes, le temps que tout le monde ait le temps de pouvoir se connecter et puis nous pourrons débuter. Bonjour Dunia, bonjour, Charlotte. Bonjour. Alors, n'hésitez pas à nous dire d'où vous nous suivez. Et pendant tout au long du webinaire, n'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires directement dans le chat. Nous y répondrons avec plaisir à la fin du webinaire. Bonjour Ismaël, bonjour Véronique. On va patienter 2-3 petites minutes. Bonjour Laura. Alors, je ne sais pas quel temps il fait chez vous, Dounia et Charlotte. Nous, il fait un peu gris sur Paris. Bonjour, Christelle. Je crois qu'ici, il ne fait pas très beau non plus. Non. Je pense que c'est à peu près pareil, partout pareil. Chez nous, bonjour Elena. Et là, le soleil sort un tout petit peu à Dunkerque. Ah ben, tant mieux. Christelle nous dit qu'il fait un peu gris de son côté aussi. Donc, je pense que c'est partout pareil actuellement. Bon, au moins, on espère qu'avec ce webinaire, on rapportera plein de bonnes ondes et plein de tips qui permettront d'oublier un peu ce temps grisâtre. Bonjour. Bonjour Sabrina, bonjour Carole. Alors, je vous le rappelle, n'hésitez pas à nous poser vos questions tout au long du chat. Soit on pourrait éventuellement, Charlotte et Dounia, y répondre au fur et à mesure, ou sinon y répondre à la fin du webinaire. Ah, beaucoup de soleil au niveau d'Ajaccio, tant mieux. Parfait, on va patienter un peu. Je pense qu'on peut quand même débuter peut-être, vu qu'on sait que vous avez tous des agendas un peu chargés. On va peut-être commencer on attend peut-être 1 minute, 30 secondes encore, un peu. Parfait. C'est parti, je pense qu'on va débuter. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire. Je suis vraiment ravie de vous accueillir en présence de Dounia et de Charlotte. Et avant de débuter vraiment ce webinaire, j'aurais quand même une petite question. C'est combien d'entre vous aujourd'hui ont déjà cette impression d'avoir 10 outils ouverts en même temps, de courir après des deadlines et de se dire qu'on n'a jamais été aussi bien outillé? C'est un peu le paradoxe qu'on vit aujourd'hui. La digitalisation a transformé nos environnements de travail, intelligence artificielle, hybridation, outils collaboratifs, plateformes RH. Tout va vite et on est de plus en plus connectés. Mais pour nous et vous, professionnels RH et QVCT, une nouvelle responsabilité est en train d'émerger. C'est celle de vraiment faire en sorte que tous ces outils-là restent au service des collaborateurs et ne deviennent pas une source supplémentaire de stress ou de charge mentale. Donc, c'est aujourd'hui la vraie question. Ce n'est plus seulement quels sont les outils qu'il faut déployer, mais plutôt comment intégrer ces outils intelligemment et sans dégrader la qualité de vie au travail. Et c'est justement l'objet de notre webinaire. Et je suis ravie d'être accompagnée de Charlotte et de Dounia, toutes les deux psychologues du travail chez Positive You. Je vous laisse peut-être vous présenter, Charlotte, Dounia. Ouais, alors enchantée. Je m'appelle Charlotte Morin. Comme disait Lala, je suis psychologue du travail. Je suis collaboratrice Positive You depuis environ 4 ans. Et je suis ravie d'être avec Dounia, Lala et puis vous pour parler de ces thématiques qui, je pense, sont très importantes aujourd'hui. Absolument. Merci beaucoup, Charlotte. Dounia. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Dounia Techek, psychologue du travail également, partenaire de Positive You depuis à peu près 2 ans et ravie d'être là avec vous aujourd'hui également. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, on va quand même commencer par reparler des enjeux de la QVCT. On estime que c'est très important. Depuis plusieurs années, on a bien conscience que la QVCT et la santé mentale sont de vrais enjeux. Par contre, en 2025, ils sont prioritaires. Prioritaires pour 2 aspects et pour deux points. Le premier, c'est que aujourd'hui, on est dans un paysage professionnel qui est en constante évolution. Et deuxièmement, les enjeux des collaborateurs seront de plus en plus axés sur le sens au travail, la santé mentale et la qualité de vie au travail.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous, RH et les managers ont une fonction qui évolue de plus en plus sur la casquette de facilitateur de bien-être. Donc, c'est pour cela que la vraie question aussi, c'est de savoir quels sont les bénéfices à court terme de la QVCT. Je vais peut-être laisser aussi Charlotte nous présenter les avantages de la QVCT, des bénéfices de la QVCT sur du court terme et éventuellement sur le long terme. On peut faire les deux. Ou les deux. Donc, la QVCT, c'est effectivement des bénéfices à court terme. On va avoir l'amélioration du climat social, la motivation, un bien-être accru des collaborateurs, réduction du stress, des conflits internes et des arrêts maladie. Et puis, sur le long terme, ce qu'on peut observer, c'est une fidélisation des talents et une réduction du turnover, une meilleure image employeur, une innovation et une amélioration continue des performances. Mais c'est également aussi un impact sur l'engagement. Effectivement, un collaborateur qui est épanoui, il va être plus investi dans ses missions et donc plus enclin à contribuer à la réussite de l'entreprise. Et bien sûr, un impact sur la productivité. De fait, 4,6 fois plus de collaborateurs, d'employés qui vont être engagés dans l'organisation et notamment les organisations qui déploient des démarches QVCT. Donc ces points-là, ils viennent souligner quand même l'urgence, l'importance pour les organisations de mettre en place des mesures qui vont être efficaces pour préserver la santé mentale de leurs collaborateurs, mais aussi l'impact de cette dernière et de la QVCT sur la productivité, la satisfaction, l'engagement au travail et puis la rétention des employés. Merci Charlotte. Alors, sans plus tarder, on va vraiment rentrer justement dans le vif du sujet, à savoir digitalisation et QVCT. Est-ce aujourd'hui un duo gagnant ou bien juste un couple sous tension? On a tendance justement aujourd'hui à hyper connecter les collaborateurs. Est-ce que ça correspond à leurs attentes? Est-ce que ça correspond aux enjeux qu'ils ont? On est aussi dans cette course à la digitalisation. Est-ce qu'on réussit vraiment à se maintenir justement en termes de compétitivité, de productivité et de performance, à intégrer les bons outils dans nos process quotidiens? C'est tout l'enjeu de ce débat d'aujourd'hui. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il va aussi falloir qu'on voit quels sont les bons usages qu'on fait des outils digitaux. Et donc, le premier débat aujourd'hui, ce sera IA et outils numériques, amélioration ou surcharge mentale. On nous promet que les outils digitaux vont nous faire gagner du temps, nous rendre plus efficaces, mais est-ce que dans les faits, aujourd'hui, ils ne génèrent pas plus de tension mentale que de confort au travail? Charlotte, peut-être tu pourrais nous donner aussi quelques stats, quelques datas par rapport justement à cette problématique. Oui, bien sûr. Déjà, je vais commencer par une image. Si on imagine en fait notre cerveau comme un bureau bien rangé, eh bien, à chaque fois qu'on va recevoir une notification d'email, Slack, Teams, WhatsApp, une alerte LinkedIn, peu importe, c'est comme si finalement quelqu'un entrait dans notre bureau, on était en plein travail, et déposait un dossier en plein milieu. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'à la fin de la journée, notre bureau, il peut vite ressembler à un champ de bataille, quoi, finalement. Et pourtant, quand on introduit des nouveaux outils digitaux dans une société, ce qu'on veut, c'est gagner du temps, d'être plus productif, de se faciliter la vie en somme. Donc, c'est super séduisant, mais dans la réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Parce que ce que nous disent les neurosciences, c'est que le cerveau humain, il n'est pas câblé pour faire 20 000 choses à la fois. On ne peut pas avoir 20 000 onglets ouverts. Le multitâche n'est pas tout. Enfin, c'est plutôt un mythe. Chaque fois qu'on va passer d'une tâche à une autre, notre cerveau, il va devoir rebooter un petit peu. Donc, ce que les neurosciences nous montrent, c'est qu'il nous faut 23 minutes pour retrouver notre concentration optimale après une interruption. Donc, on perd du temps, mais aussi de l'énergie cognitive. Et ce qu'il est important de garder en tête, c'est que notre attention, nos ressources cognitives de manière générale, en fait, sont limitées. C'est un peu comme un réservoir d'essence, hein, finalement, ou une jauge. Donc, si je suis interrompue tout le temps dans mon travail, je vais du coup devoir déployer beaucoup d'énergie cognitive pour me remettre dans ma tâche. Et donc, on va voir que petit à petit, si c'est pas bien régulé, en fait, on va se retrouver un petit peu la batterie à zéro très rapidement. Donc, cette surcharge d'informations, qu'on appelle aussi surcharge cognitive, elle va entraîner quoi? De la fatigue mentale,
d'irritabilité, des erreurs de jugement, un décrochage émotionnel et intellectuel du travail. Parce que quand, du coup, on est en état d'hypervigilance constante sur ces outils-là, bah, ça entraîne cette fatigue. Cette fatigue va entraîner, du coup, des difficultés d'attention, de concentration, mais aussi de la régulation émotionnelle. Donc, on voit que tout est un peu lié. Donc, ici, le problème, c'est important de le souligner, c'est pas l'outil en soi. Un outil reste un outil, finalement. C'est plutôt comment on s'en sert de cet outil. Et puis, comment on le régule, on le réglemente, comment on le pense, finalement. Parce que dans les entreprises, concrètement, on peut observer assez rapidement, si l'outil n'est pas pensé, les outils ne sont pas pensés, bah, peut-être un sentiment de dispersion, avoir l'impression de commencer plein de choses à la fois et de pas rien terminer réellement. Aussi une difficulté assez croissante à se concentrer, hein, parce que ça entraîne forcément, comme je vous le disais, des difficultés d'attention sur des tâches plus longues ou complexes. Vu que cette attention, elle va être fragmentée par des micro-interruptions, bah, au bout d'un moment, on n'a plus de ressources. Donc, on ne peut plus avoir une concentration optimale sur des tâches longues ou complexes. On peut avoir aussi des réunions qui sont interrompues parce que bah, toutes les 10 minutes, on va avoir un pop-up Slack, un mail. Et donc, forcément, résultat, on va moins écouter, on va plutôt survoler, avoir tendance à plutôt faire semblant d'être là qu'être là réellement. Et du coup, c'est toute cette hyper-vigilance finalement numérique qui entraîne tout ça également. C'est cette FOMO, cette peur en fait de rater une info. Ah mais oui, mais j'entends du coup le son de la notification et mon cerveau va me dire toujours ah oui, mais si c'était important. Donc il va être très vite distrait, on va être tenté de regarder du coup ce qui se passe, à quoi nous renvoie cette notification et du coup on s'interrompt dans notre travail et pour revenir à cet état de concentration, du coup il nous faut beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc c'est important de se poser ces questions aussi de vous dans vos entreprises. En fait, est-ce que les outils numériques aujourd'hui, dans la manière dont on les a déployés, ils facilitent notre travail ou est-ce qu'ils viennent le complexifier? Et est-ce que aussi on introduit une sensibilisation à la notion de récupération cognitive ou peut-être à la fatigue digitale d'ailleurs? Est-ce qu'on sensibilise nos collaborateurs à tout ça ou non? Donc ça, c'est vraiment important de se questionner là-dessus, je pense, parce que l'enjeu, c'est pas simplement de choisir les bons outils, c'est d'apprendre à orchestrer leur usage, en fait, finalement. Parce que parfois, entre accélérer ou surcharger ou simplifier, il peut y avoir une limite assez fine. Très bien. Est-ce que, Dounia, tu souhaiterais rajouter quelque chose au propos de Charlotte? Alors, bien sûr, je suis dans la continuité de ce que Charlotte a présenté, bien évidemment. FOMO, donc on est sur un acronyme qui est, alors Charlotte, tu me reprends, mais Fear of Missing Out, c'est ça? Totalement. Donc alors un concept, mais qui est effectivement l'anxiété de manquer une information importante et le cerveau, que ce soit dans le milieu professionnel, mais même dans vos milieux, même dans la vie de tous les jours, hein, le téléphone qui s'allume, une notification, le bruit de la notif du message ou de l'application qu'on a sur le téléphone, qui va, même sans le vouloir, de manière inconsciente, attirer notre attention et donc le cerveau, comme l'a très bien exposé Charlotte, bien évidemment, va se déconnecter pendant des microsecondes et va devoir rebooter effectivement à chaque fois. Oui. Merci beaucoup, c'est très intéressant les retours que vous nous faites parce que j'ai aussi cette question, je me demande est-ce que d'un point de vue RH, c'est pas aussi parfois des attentes ou des demandes collaborateurs et est-ce qu'on n'en demande pas aussi trop au RH d'aller réfléchir à des solutions ou des outils qui seraient plus adaptés pour les collaborateurs alors qu'en réalité eux-mêmes n'ont pas la maîtrise de ces outils-là? De votre point de vue, est-ce que à leur niveau aussi, on est dans une logique d'amélioration pour satisfaire un besoin collaborateur ou est-ce qu'il y a cette course à l'hyperdigitalisation et besoin de mettre le collaborateur dans des conditions sans réellement comprendre l'utilité des outils déployés? Charlotte, tu veux... Je répondais à une question dans le chat, du coup, j'ai pas. Non, pas de souci, pas de souci. Ça peut aussi être une question pour les personnes qui nous suivent. Hein. C'est aussi un retour que vous pouvez nous faire. Est-ce que aujourd'hui, de votre point de vue, vous percevez justement la mise en place ou le déploiement de ces outils-là comme une surcharge de travail à votre niveau, alors que c'est pas des outils que vous utilisez vraiment, dont vous avez la maîtrise, et est-ce que c'est réellement une utilité de votre point de vue pour les collaborateurs ou cela part-il d'une demande collaborateur? On va laisser nos interlocuteurs, pas vous, mais ceux qui nous suivent peut-être répondre à cette question, nous faire aussi des feedbacks. C'est intéressant d'avoir vos retours. Et en attendant, on va passer du coup au débat 2.
qui va être justement les pièges à éviter dans le déploiement d'outils digitaux. Oui, alors sur le débat 1, on termine sur des questions à se poser en interne. Effectivement, est-ce que les outils vont venir nous faciliter le travail ou au contraire le complexifier, alourdir? La question qu'on peut rajouter à cela, donc sur donc un deuxième débat, c'est les pièges à éviter À éviter. lors de l'intégration de ces outils digitaux. Et donc, quelques erreurs qui peuvent être fréquentes, qu'on retrouve assez facilement, c'est l'empilement d'outils qui vont être sans cohérence, ou en tout cas, on va avoir l'idée de rajouter un outil pour telle ou telle pratique, peut-être avec parfois un manque d'évaluation assez global sur le réel besoin, et donc se retrouver éventuellement avec un outil qui va aider sur une tâche, et puis un autre outil qui va utiliser sur une autre tâche, et sur la journée, sur la semaine, devoir en arriver peut-être à devoir cocher ou appuyer sur des petits boutons verts sur chaque outil, plutôt qu'avoir quelque chose qui soit plus pertinent et cohérent dans la pratique en tant que telle pour les RH, mais pour les collaborateurs aussi de manière générale. Peut-être l'absence d'analyse dans la mise en place de l'outil. On va imaginer que ça va faciliter, mais est-ce qu'on a vraiment questionné l'impact sur l'impact humain, on parlait du cerveau, donc l'impact humain, l'impact sur les salariés, sur les collaborateurs, et l'impact, pour le coup, attentionnel. Charlotte expliquait très bien que une attention très soutenue, très sollicitée, ça fatigue, ça épuise. Et là, on parle que du travail. Il y a plein d'autres choses en dehors du travail, donc ça vient se rajouter. Est-ce que cette question-là a été posée? Donc, dans les erreurs fréquentes, la question ne se pose pas forcément. Donc, avant le déploiement, bien évidemment. Et la question de la formation. Donc, les formations qui accompagnent les outils, qui sont des formations, excusez-moi, très techniques, finalement, sans accompagnement véritablement humain. On va avoir soit un guide, un tutoriel, un webinaire peut-être sur l'utilisation de l'outil. On va avoir peut-être un formateur interne qui va jouer le rôle de pouvoir aider aux besoins, mais on n'a pas forcément quelqu'un qui est là avec nous derrière l'ordinateur pour faire le point sur toutes les fonctionnalités de l'outil, ce dont je vais avoir besoin, ce dont je ne vais pas avoir besoin. Et voilà, on peut créer une sorte de distance entre, bon, il y a un nouvel outil, je comprends peut-être pas tout l'intérêt de cet outil-là, et en plus derrière, comme j'y suis pas tous les jours et que ça ne m'aide que sur certaines tâches, je perds un peu le fil. Donc quelques erreurs qui peuvent être fréquemment induites, et donc les conséquences de ces erreurs ou de ces petits pièges, c'est à terme un sentiment d'incompétence de la personne ou d'impuissance. C'est-à-dire que on me met en place, on me propose un outil ou on m'impose un outil, mais en fait, je n'y arrive pas. Du temps perdu à chercher le bon canal, le bon bouton, la bonne manip pour arriver à finaliser mes tâches dans les temps, en plus de tout le reste de ce que j'ai à faire. Une perte de motivation, une perte de sens. Combien de fois on a pu entendre de la part de nos collègues, alors RH ou autres, mais ça n'a pas de sens. De la manière dont je le faisais avant, ça fonctionnait déjà très bien. Et donc, ce qui nous amène donc à la pertinence de l'utilisation de l'outil. Et en fait, finalement, en extension, une perte d'argent, parce que si je mets en place, moi, un outil au sein de mon entreprise et que mes collaborateurs ne l'utilisent pas, bon, ça sert pas à grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut envisager? Qu'est-ce qu'on peut proposer comme bonne pratique face à ça? Ça va être du coup, bien évidemment, d'évaluer le besoin. Alors, ça prend du temps, c'est sûr, mais en amont, évaluer le besoin auprès des collaborateurs, par l'intermédiaire des RH éventuellement. Comme tu disais, ta question là est super intéressante forcément. Est-ce que moi, en tant que RH, je dois être en maîtrise de l'outil, le connaître pour pouvoir après le transmettre? Évaluer le besoin, le réel besoin, la co-construction avec les utilisateurs. Alors, il y a un besoin certes, mais lequel est-il? Sur quel point? Dans quel service ça va être plus utile que dans d'autres éventuellement? Introduire dans l'installation et le déploiement de cet outil une analyse de la charge mentale induite. Donc, comme l'expliquait Charlotte, cette analyse, elle va permettre de faire le point sur est-ce que vraiment cet outil m'aide et me soulage au quotidien, ou est-ce qu'au contraire, ça me rajoute quelque chose en plus? Et la notion donc, de gouvernance RH QVCT sur le choix des outils, c'est-à-dire que quand on analyse le besoin d'un outil ou qu'on se rend compte qu'un outil est nécessaire dans le quotidien de travail, qu'on puisse
introduire les collaborateurs, donc les premiers concernés, les RH, les premiers concernés également, justement dans le choix de ces outils-là. Très bien. Merci beaucoup, Dunia. Est-ce que, Charlotte, tu souhaiterais rajouter quelque chose au propos de Dunia? Ouais, je pense que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est vraiment l'utilité première d'un outil. Un outil, il est là pour nous faciliter les choses. Il n'est pas censé, en fait, alourdir la tâche, la complexifier. Il est censé faire vraiment l'inverse. Et je pense que ça doit vraiment, les outils, doivent vraiment être pensés dans ce sens-là. Parce que l'idée, c'est pas de faire une course à la modernité, du dernier outil qui est sorti, d'en avoir plein. Parce qu'en fait, on se rend compte que ça vient largement complexifier finalement le travail au quotidien, la charge mentale. Donc, un outil, c'est censé être un levier d'attention, de fluidité, de qualité de vie. Voilà, pas quelque chose qui vient nous ajouter une charge mentale extrême. Donc je pense que ça, c'est important aussi de le redire. Bien sûr. Absolument. Et je vous rejoins toutes les deux, hein, parce que c'est aussi un constat qu'on fait nous à notre niveau. On avait mis en place justement une conférence sur la déconnexion qui avait amené par la suite à des ateliers sur justement l'usage et la mise en place de bons outils. Et sur 2 départements, à savoir un département IT et un département Sales, à la fin justement de ces ateliers, on s'est rendu compte qu'au final, sur le département Sales, on avait besoin de moins d'outils. Donc, ils ont fini par diviser par 2 le nombre d'outils déployés au niveau de ces services-là. Et au niveau IT, ils se sont rendus compte que les outils mis en place et accompagnés dans le processus de déploiement étaient pertinents pour eux. Et au final, suite à cet atelier sur la déconnexion, on a remis en avant cette notion de charge émotionnelle, attentionnelle dont tu parlais, Dunia, et cette notion de co-construire et l'importance de co-construire justement des démarches de formation sur de nouveaux outils ou la mise en place des nouveaux outils avec les utilisateurs et les collaborateurs. Selon le service, peut-être que la pertinence de l'outil peut ne pas être le même. On a conscience, hein, souvent quand on est RH, et là je reviens aussi encore une fois à la posture de RH qui est souvent très difficile. On nous demande de mettre des choses en place, on nous demande d'aller dans ce sens ou dans l'autre, et au final, on est tiraillé un peu entre les besoins, la nécessité de mettre en place, et puis les cases à cocher. Donc, je vous rejoins totalement, et c'est aussi le constat qu'on fait en interne. Et c'est là où il y a ce paradoxe entre, on a le besoin que les collaborateurs se déconnectent, donc faire des conférences à la déconnexion, pendant qu'en parallèle, en fait, on les surcharge au final d'outils, et on impacte de plus en plus sur leur charge attentionnelle. Super, ben, du coup, oui, vas-y. Il y a aussi cette histoire de conduite du changement qui est hyper importante. Absolument. Et d'engager en fait le collaborateur dans le changement. Ça a un impact énorme en fait sur l'investissement. Le fait que le collaborateur en fait il se sente faire partie intégrante de finalement de cette prise de décision, qu'elle va être réfléchi et donc que le changement il n'est pas imposé d'un coup d'un seul, il est vraiment progressif. Je pense que la conduite au changement dans l'apparition de ces outils numériques qui sont hyper importants, surtout qu'on va avoir des jeunes profils qui vont être super connectés, qui vont avoir directement en fait les automatismes et des profils plus seniors qui peuvent super vite se sentir en fait complètement perdus et souvent c'est hyper invisibilisé et c'est très tu. Donc, je rejoins aussi ça sur le fait de la co-construction. Absolument, absolument. Et ça touche aussi à une autre thématique, hein, qui est sur le management intergénérationnel. C'est aussi des aspects qu'il faut absolument intégrer parce qu'au final, un profil de la génération Z qui va être recruté versus un profil senior qui est dans l'entreprise, qui a dû batailler avec des logiciels créés en interne qui sont datés, qui doit réapprendre. Le processus d'apprentissage aussi et la courbe d'apprentissage n'est pas la même.
De même que cette capacité à déconnecter, je reviens sur cette notion parce que tu en parlais tout de suite, Charlotte, avec la nouvelle génération au final qui n'est quasiment jamais déconnectée, aussi bien au travail qu'en dehors du travail. Donc ça aussi, c'est des impacts et des choses à prendre en compte. Donc ça m'amène à ma deuxième question du coup pour ceux qui nous suivent, de savoir, vous, à votre niveau, peut-être quelles sont les bonnes pratiques que vous avez. Ça peut permettre aux autres personnes qui nous suivent d'avoir quelques codes ou quelques astuces pour pouvoir déployer des nouveaux outils ou les co-construire avec les collaborateurs. Et donc, on parlait de déconnexion hors entreprise. Ça nous amène au troisième débat, qui est la digitalisation et l'équilibre vie pro-vie perso. Le digital, aujourd'hui, il y a une notion de flou entre justement cette vie pro et cette vie perso. Quand on parlait de cette déconnexion, on va avoir des notifications de mails, on va avoir des mails tardifs qui sont reçus, on va avoir des réunions à toute heure. Donc, la vraie question, au final, c'est comment on réinstaure les limites saines dans ce processus de digitalisation. Oui, parce que c'est vrai qu'en fait, finalement, tous ces outils numériques, le téléphone, les ordinateurs, etc., ils sont tellement intégrés dans notre quotidien qu'en fait, on n'a peut-être pas eu le temps, tout ce temps qu'on est, de le penser d'une certaine manière et de le faire en conscience ou prendre du recul. Et en fait, on va très souvent regarder notre portable de manière limite inconsciente, en fait, par réflexe. Que ce soit d'ailleurs dans la vie pro ou perso, hein, il y a vraiment un peu une règle implicite à la surstimulation, de l'attention tout le temps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui nous concerne tous, parce que là, en termes de santé mentale, c'est un vrai sujet. Mais c'est vrai que, en fait, la manière dont la digitalisation a redessiné, voire effacé en fait les frontières entre le pro et le perso, c'est une vraie question, notamment aussi avec la pratique du télétravail. Hein. Enfin, avant, il y avait un peu une règle tacite quand on part du bureau et qu'on arrive à la maison, bah, on quitte les dossiers. Voilà, c'est comme ça. On n'est plus au bureau. On ne l'emporte pas avec nous. Aujourd'hui, en fait, bah, le bureau, on l'emporte dans notre poche, dans notre lit, sur notre canapé, on l'emporte partout. Donc, c'est vrai qu'il y a des vrais enjeux derrière tout ça. Parce qu'il y a une dilution en fait des frontières. Donc c'est important de le penser et aussi d'en faire des politiques internes, parce que la maison devient très vite le bureau. Et quand en fait la maison devient notre lieu de travail, bah, c'est difficile de retrouver un refuge mental. Le cerveau, il n'y a plus vraiment de repères clairs. Et donc pour lui, bah, c'est un peu difficile de passer en mode récupération, parce que cet état d'hypervigilance, bah, il est constant. Donc on est en alerte permanence. Donc stress constant, même quand on pense se reposer, finalement, on se repose pas tant que ça. L'hyperconnexion, c'est vraiment délicat. Ça va être des collaborateurs qui vont consulter leur mail à 23h, répondre à des messages Teams à 23h minuit, jeter un coup d'œil aux notifications WhatsApp, enfin, voilà. Et parce qu'aujourd'hui, on est devenu, en fait, disponible 24/24, 7 jours sur 7, finalement. Et par simple réflexe, quoi. Ça aussi, c'est important, parce qu'il y a beaucoup d'inconscient là-dedans. Et donc, ça a des conséquences vraiment importantes sur notre récupération profonde. Ça va donner des impacts forcément sur les troubles du sommeil, hein, parce que vu qu'on est toujours en veille active, même quand on est au repos, finalement, il y a toujours cette hypervigilance qui est là avec nous. Notre récupération, de fait, elle est altérée. Si notre sommeil est altéré, la récupération l'est aussi, hein, vu que le repos, il ne va pas être totalement réparateur. Et puis, peut-être aussi un sentiment de jamais vraiment être au repos, finalement. Et puis, une baisse aussi de la qualité des relations interpersonnelles, parce que, en fait, on va être beaucoup plus fatigué, dispersé, irrité, et moins disponible émotionnellement. Aussi, il faut noter que forcément, cette hypervigilance, cet état de stress qui entraîne des troubles du sommeil, ça va aussi entraîner une difficulté dans la régulation émotionnelle. Donc ça, c'est aussi très important. Donc c'est hyper important de mettre en place des chartes de déconnexion intelligente. Donc vraiment des règles qui vont être écrites, qui vont être visibles, des vraies politiques qui sont assumées en fait par l'entreprise, hein, qui vont être adaptées bien sûr aux réalités du terrain et qui vont surtout en fait valoriser la déconnexion comme un signe de maturité professionnelle, pas comme un manque d'engagement, parce que ça, on peut le retrouver beaucoup, donc c'est très, très important. Et puis, surtout, sensibiliser au droit à l'inattention. En fait, quand on a des moments de pause, d'inattention, quand on est un peu dans notre tête, dans nos rêveries, c'est à ce moment-là qu'on recharge nos batteries d'attention. Et souvent, c'est très mal vu, les personnes qui sont un peu dans la lune de temps en temps, sauf que c'est très
de l'être. Notre cerveau, il n'est pas fait pour être sollicité tout le temps. C'est pas vrai, c'est pas possible. C'est vraiment un énorme enjeu de santé mentale de protéger son attention. Je pense que c'est un des premiers dans notre monde hyper connecté. Donc oui, le droit à l'inattention existe et je crois qu'il doit être valorisé, celui de ne pas devoir être en alerte performance. Permanente. Permanente, pardon. Et surtout, en fait, justement, parce qu'il y a un peu cette injonction, je trouve, qui se dessine de plus en plus, que si je ne suis pas toujours en alerte, toujours là sur le qui-vive, alors en fait, je suis pas très performant, je suis pas très bon. Et c'est complètement faux. C'est comme ça qu'on devient mauvais, d'ailleurs, finalement. Donc, ça va être hyper important aussi d'instaurer des rituels de transition, parce que notre cerveau, il a besoin de repères concrets. Donc, fermer son ordinateur à heure fixe, peut-être changer de tenue. Quand on rentre à la maison, on change de tenue, on allume une bougie, peu importe, même des tout petits rituels. Mais instaurer des petits rituels qui nous disent, OK, là, maintenant, je me déconnecte. Bien sûr, désactiver les notifications à la maison, etc. etc. Mais le numérique, il ne doit pas abolir des frontières psychologiques, parce que finalement, sinon, on devient esclave de nos outils. Donc là, ça pose problème. Et ces outils, ils doivent respecter nous, nos besoins en tant qu'être humain. Et ils doivent nous rappeler aussi on doit se rappeler que notre attention, notre énergie, notre présence, c'est vraiment nos biens les plus précieux aussi. Très bien, merci. Dunia. Oui, je voulais rebondir sur deux, trois choses. Du coup, le numérique, la digitalisation, c'est arrivé. Alors, on va pas faire un cours chez l'humain de manière très très rapide. Enfin, moi, il y a 30 ans, donc j'ai 34 ans. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, c'est arrivé sur un plan sociologique. 30 ans, c'est très très rapide pour s'adapter autant à ces outils, à cette comment je peux dire, cette vitesse. En fait, tout va vite. C'est un monde où tout va vite et on est tout le temps surchargé d'informations en continu et notamment aussi dans le travail. Pour rebondir justement sur ce que Charlotte avançait, il y a quand même eu un gros pic sur tous ces outils, l'utilisation de ces outils, d'être connecté, de pouvoir performer, de justifier qu'on travaille vraiment. C'est le Covid. Pendant le Covid, il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées, qui se sont retrouvées en très grande difficulté, mais qui ont été en télétravail forcé. Donc, c'est pas tout le monde n'aime pas forcément le télétravail et qui se sont retrouvés à devoir utiliser les outils numériques et donc à perdre cette frontière entre la maison et le travail. Donc, la maison était devenue le travail. Le travail. Voilà, ça aussi, c'est à prendre en considération. Et Charlotte parlait, c'est vrai que les impacts sur la qualité relationnelle autour de nous, cette surcharge, cette hypervigilance permanente, ça se retrouve également dans une vie personnelle. Vous connaissez peut-être encore une fois, tous quelqu'un qui est très très souvent sur son téléphone, soit parce que sur les applis, en train de swiper, soit parce que sur un jeu connecté sur lequel il faut tout le temps rajouter des petits trucs. Enfin, je sais pas, moi je n'y joue pas, mais et ça, en fait, c'est quelqu'un qui est sur son téléphone et qui n'est pas dans le moment en famille, par exemple. Donc, vous voyez, ces choses-là, c'est à prendre en considération et dans les solutions à explorer que Charlotte propose, c'est aussi, puisqu'on est en plein dedans, c'est aussi des questions à poser peut-être lors des semaines, la semaine de la QVT tous les ans, et avec des ateliers liés à la QVT pour réfléchir, mettre en réflexion en tout cas ces questions-là avec les collaborateurs, les lignes hiérarchiques, les directions, et trouver une solution, un compromis en fait qui puisse à la fois permettre de performer entre guillemets, mais en préservant sa santé mentale. En 2025, la santé mentale, c'est quand même une grande cause nationale déclarée par le gouvernement. Donc c'est pas anodin. Super, je vais rebondir justement sur ce que tu viens de dire, Dunia, par rapport à la semaine de la QVCT, parce que justement, on a un client qu'on accompagne sur cette semaine-là, notamment sur les questions de déconnexion et des usages des outils digitaux au travail. Donc, c'est clairement ces solutions-là. Et d'ailleurs, j'en profite, c'est des initiatives que vous pouvez absolument mettre en place lors des semaines QVCT. Mettre un atelier sur la mise en place collective de chartes de déconnexion.
c'est typiquement une initiative qui rentre dans la thématique de cette année, qui est reparler du travail au final, mais aussi dans une logique un peu plus long terme et qui va vous permettre justement de voir peut-être une meilleure amélioration. Et ça nous permet justement de passer au débat suivant qui est justement, hop, je vais essayer de ne pas aller trop vite, comment on mesure l'impact des outils digitaux sur la QVCT. Alors, Dunia, Charlotte tout à l'heure nous parlait de performance dans son lapsus. Il y avait cette notion de performance et je pense que c'est ça qui aujourd'hui est au centre de tout. Au final, même pour les collaborateurs, lorsqu'on a aussi cette hyperconnexion-là, c'est parce qu'on a toujours ce rapport à la performance qui est toujours présent. Il faut que je performe mieux. Il faut que je rende telle chose demain. Ma deadline, elle approche. Mon manager a besoin de moi sur telle ou telle chose. On a cette sensation que tout devient urgent, tout devient prioritaire. Donc, les RH sont dans leur rôle de mettre en place des solutions et des initiatives, mais au final, on se rend compte que c'est très difficile quand on parle de QVCT de mesurer, d'être dans la mesure et d'avoir des visions sur du long terme. Comment, de ton point de vue, tu estimes qu'on peut objectiver au final l'effet de ces outils numériques-là sur la qualité de vie au travail? Et avec quel type d'outils? Oui, alors ce qu'on peut et ce qu'on doit de toute façon mesurer et suivre, mais comme n'importe quelle question finalement qui peut porter atteinte enfin voilà, tout ce qui touche à la prévention des risques de manière très large en entreprise, on va avoir un aspect toujours qualitatif, enfin quantitatif, en tout cas les chiffres, des trucs bien précis, et un aspect qualitatif. Dès qu'on touche à l'humain, on touche aussi à du qualitatif et donc à du ressenti, à ce que les personnes vont faire remonter. C'est comme ça que ça s'évalue. Donc, on peut avoir comme type d'évaluation le nombre de sollicitations par jour. Ces mesures, si on sait mesurer le nombre de clics sur un site internet, il me semble tout à fait possible de mesurer le nombre de sollicitations qu'on peut recevoir par jour, que ce soit les pop-up, que ce soit les notifications par mail, que ce soit les messages sur Slack, Teams, WhatsApp, toutes ces choses-là. C'est peut-être compliqué éventuellement, ou complexe, plus que compliqué, mais c'est possible de le mesurer et donc de se rendre compte avec des chiffres de ce que ça représente. On peut aussi mesurer le temps passé en réunion ou sur écran. En réunion, en présentiel, pardon, on peut très bien mesurer combien de temps on a passé en réunion. On peut aussi encore mieux mesurer le temps qu'on a passé en réunion en ligne. Ça se mesure assez facilement. Et un aspect plus donc sur le ressenti, sur le vécu, c'est le taux de surcharge mentale. Comment est-ce que je me sens surchargée mentalement, donc avec des outils qui existent et qui sont élaborés donc par des professionnels qui peuvent vous permettre de faire remonter des informations importantes, mais également des entretiens, donc des choses qui vont être plus individuelles, plus informelles, en face à face. Les baromètres que vous connaissez bien maintenant, baromètres en santé mentale, baromètres sur des sujets liés à la QVCT ou à la prévention des risques psychosociaux, parce que de près ou de loin, on y est quand même. Ce sont déjà des petites idées d'outils qui sont nécessaires. Pas de pilotage sans mesure. Forcément, si on est dans une question d'amélioration continue, on se doit de toute façon à un moment donné d'évaluer pour préserver, enfin pour garder, j'ai pas mon mot, mais pour conserver ce qui fonctionne bien. C'est toujours important de se rappeler de ce qui fonctionne bien et de travailler sur ce qui fonctionne un peu moins bien, ce qui est à améliorer, quoi. Et pourquoi c'est important de mesurer? Pourquoi c'est essentiel? Parce que ce qui n'est pas mesuré, donc ça reste invisible. En fait, tant que je ne viens pas questionner, c'est pas mis à l'ordre du jour, donc c'est pas pris en compte et ça ne change pas par extension. Et bien évidemment, dans un aspect très professionnel, les chiffres permettent de déclencher des leviers de changement. En fait, quand on met en perspective les chiffres et qu'on les rapporte à un référentiel, comme tout à l'heure, Charlotte, je vous disais, voilà, il nous faut 23 minutes quand même. C'est pas rien, 23 minutes. Ça permet de se rendre compte de manière très concrète de ce que ça représente. Très bien, merci beaucoup. Charlotte? J'ai pas grand-chose à rajouter, à part le fait que peut-être, c'est vrai qu'on peut pas piloter une transformation numérique saine et humaine sans outils de mesure adaptés. Ça paraît logique, je pense.
Donc, je pense que Dounia l'a très bien expliqué et je n'ai pas à rajouter. Parfait, parfait. On va passer au débat suivant, qui est le dernier. Ça nous permet justement aussi de pouvoir penser un peu au temps pour pouvoir avoir un temps d'échange qualitatif avec chacun de vous. L'idée, c'est aussi aujourd'hui, RH QVCT, quels sont les rôles quel rôle ils peuvent jouer dans la transformation numérique. Là, on parle plutôt de questions de posture. Quel rôle doivent jouer les RH et les acteurs QVCT dans un monde où les outils prennent de plus en plus de place? Est-ce qu'on subit cette transformation ou est-ce qu'on la régule? Charlotte, peut-être tu pourrais nous partager ta vision stratégique sur le rôle des RH et préventaires. Oui, bien sûr. C'est vrai que là, le premier point, ça serait de devenir des médiateurs entre les humains et les technologies pour vous, les RH, parce que le premier piège, ça serait de laisser la technique dicter le rythme sans qu'on ait d'accompagnement humain, comme on en a déjà parlé dans ce webinaire un peu plus tôt, parce que chaque outil, aussi performant qu'il soit, il va forcément changer la dynamique de travail. Donc, il va modifier des interactions, des process, des temporalités, tout un tas de choses finalement. Donc, votre rôle en tant que RH, c'est de faire le pont, si possible, entre ces innovations technologiques et puis la réalité humaine. Parce que ça implique, comme le disait Dounia, de mesurer en fait le ressenti subjectif de chaque personne, d'écouter les usages réels, les résistances, peut-être les peurs, les feedbacks des collaborateurs. Parce que vous devenez, vous, les RH, des médiateurs de sens, finalement. Vous traduisez des outils en bénéfices concrets pour une équipe, tout en vous assurant que en fait, les besoins humains fondamentaux de cette équipe, de ces équipes, donc on va avoir la clarté, la sécurité, la reconnaissance, vont rester au cœur de ces transformations. Ça va être aussi d'être formé au risque attentionnel. Je pense que ça, c'est vraiment important, de sous-estimer l'impact du digital sur l'attention et la charge mentale. Les notifications incessantes, les multitâches permanents, les réunions Zoom à répétition. En fait, ça transforme très très vite une journée de travail en un marathon. En fait. On va courir après plein de choses à faire. Et finalement, on est peut-être parfois plus dans le fait de remplir des tableaux dans différents outils que de faire la tâche en soi, ce qui est complètement épuisant et puis contre-productif et qui amène une perte aussi financière, quoi. Donc, je pense que c'est hyper important pour vous, les RH, d'être sensibilisés à ces risques attentionnels, la surcharge, la fragmentation, la fatigue, etc. Parce que de passer par des formations spécifiques, mais aussi par une culture d'entreprise qui va valoriser en fait finalement la concentration, les temps de pause, la qualité du travail plutôt que la simple hyper disponibilité et la quantité. C'est aussi, je pense, porter une vision éthique du digital, parce que le numérique, c'est pas forcément neutre, ça porte en lui une vision aussi de notre monde. Donc, ici, je pense que vous, les RH, ça peut être important aussi parce que vous avez un rôle politique assez fort là-dedans. D'incarner une vision assez éthique du digital, protéger la vie privée des collaborateurs, garantir la transparence des données collectées et puis respecter cette frontière entre le pro et le perso. Ça implique d'être assez vigilant en fait face à toutes les dérives possibles finalement et de co-construire à nouveau, on reste là-dedans, avec les collaborateurs des chartes d'usage du numérique adaptées à leur réalité. Oui, des chartes de déconnexion, mais pas que. Des chartes d'usage aussi numérique, c'est hyper important. Et puis bien sûr, pour ça, vous n'êtes pas seul. Je pense que c'est important aussi. Il y a quelqu'un dans le chat qui a mis tout seul on va vite, mais à plusieurs on va loin. Et c'est effectivement ça, construire des alliances stratégiques, les CSE, psychologues du travail, les managers de proximité, parce que souvent l'idée ça va être le piège de peut-être faire des choix d'outils un peu en solo, sans intégrer les acteurs. Et le succès de l'intégration d'un outil, il vient plus de la façon dont il est introduit que de ses fonctionnalités techniques finalement. C'est un tout, bien sûr, mais et pour cela, vous, les RH, vous pouvez travailler, et je pense que c'est même très, très conseillé, main dans la main, en fait, avec le CSE, psychologue du travail, et puis les managers de proximité, parce qu'en fait, ces personnes-là, ils sont directement souvent sur le terrain, notamment les managers de proximité, donc ils vont voir ce qui va jouer directement sur le terrain. Les usages, les craintes, les ressentis, les besoins implicites. Donc, voilà, c'est à nouveau penser ce digital comme quelque chose, un projet collectif, plutôt que une injonction à respecter de manière bête et méchante. Et puis,
pourquoi pas mettre en place des cellules d'écoute sur la transformation numérique, si possible. Hein. Je sais que ça, c'est extrêmement peut-être difficile et délicat dans les organisations, mais si c'est possible, c'est le top, c'est le must-have. Parce que souvent, ces impacts-là, ils sont encore un petit peu invisibilisés, silencieux. Il peut y avoir un peu un mal-être autour un tabou autour du mal-être digital. Parce qu'on peut se sentir dépassé et on n'ose pas le dire. Donc, mettre en place éventuellement des cellules d'écoute spécifiques sur la transformation, la transition numérique. Parce que voilà, le digital, c'est pas une solution miracle, hein, c'est un outil. Je vais répéter, mais c'est vraiment un outil et tout outil qui est mis en place, il mérite un accompagnement qui est humain. Voilà, vous, en tant que RH, vous avez cette opportunité-là de devenir en fait un peu les garants de cette transformation numérique, humaine, éthique et réellement au service du travail humain bien fait. Tout en sachant, alors je rajoute un truc, tout en sachant que, voilà, avec Lala, avec Charlotte, on est bien consciente aussi que votre rôle de facilitateur peut se faire aussi dans une dynamique globale, en fait. Si déjà au niveau voilà, de l'employeur, il y a cette volonté-là, vous avez peut-être aussi ce rôle, bon, notamment avec le CSE, et de pouvoir faire des propositions, de faire remonter, de proposer des accompagnements à l'entreprise justement pour ces questions-là. Voilà, on est bien consciente que tout ne repose pas que sur vos épaules à vous. Voilà. Merci beaucoup, merci Charlotte, merci Dunia. On va un peu synthétiser ce qu'on vient de se dire. L'idée, c'est vraiment qu'aujourd'hui, il faut retenir que les outils digitaux sont des leviers puissants, certes, à condition qu'ils soient bien pensés et bien introduits et surtout bien encadrés. Deuxièmement, le rôle des RH et des acteurs QVCT aujourd'hui, il est crucial pour éviter les dérives. Et c'est ce que Dunia nous disait à l'instant, que vous avez aussi ce rôle de facilitateur. Tout ne repose pas sur vos épaules, mais vous avez ce rôle de facilitateur pour éviter justement les dérives. Quelqu'un disait dans le chat que la direction lui a imposé d'intégrer justement des outils digitaux, l'intelligence artificielle dans les pratiques sans demander l'avis des collaborateurs. Typiquement, ça, c'est une chose sur laquelle le RH a aussi cette notion de facilitateur et de pont entre les besoins collaborateurs et les besoins de la direction. Dunia en parlait aussi, le fait d'avoir cette mesure-là par rapport à des initiatives de déconnexion ou autres peuvent servir d'argument. Parce qu'on a conscience, c'est pas toujours facile entre la vision que la direction a, les besoins des collaborateurs et les RH qui sont justement tiraillés entre ces deux parties prenantes. C'est que le meilleur argument qu'on peut avoir, c'est vraiment le retour terrain. Comment vous mesurez justement ces différentes initiatives? Quels sont les différents retours des collaborateurs? Quelles sont réellement les attentes des collaborateurs pour être plus performants? Enfin, parler du travail, c'est la thématique de cette année sur la semaine QVCT. C'est aussi de pouvoir parler de la place des outils dans notre quotidien professionnel. Donc, on vous invite vivement lors de cette semaine QVCT de pouvoir mettre en place ces initiatives-là pour voir quels sont les besoins des collaborateurs, comment vous les mesurez. Est-ce que les outils digitaux qui sont mis en place sont suffisamment pertinents ou pas? Il y a déjà des bonnes pratiques qui ont été partagées dans le chat. Ça nous permettra tout à l'heure de les revoir, de les reparcourir et ça peut donner des idées à d'autres RH qui nous suivent. Certains ont limité, par exemple, les visios à 30 minutes. Donc, j'imagine que c'était suite à des enquêtes, à des sondages terrain. D'autres disent que, du coup, c'est important pour la culture d'entreprise d'être déconnecté après les horaires de travail. C'est typiquement des initiatives qui peuvent naître d'ateliers ou de conférences que vous mettez en place lors de la semaine QVCT, par exemple. On manque de temps, donc l'idée, c'est qu'on puisse aussi répondre aux différentes questions. Donc, vous pourrez télécharger le support et je vais faire une très rapide présentation de Positive You. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Alors, chez Positive You, notre mission, elle est très simple. Hein. C'est vraiment de favoriser et démocratiser l'accès à la psychologie. Mais c'est aussi d'accompagner les partenaires et les collaborateurs sur des questions de santé mentale en entreprise, de qualité de vie au travail, mais surtout de développement de soft skills.
Aujourd'hui, on est plus d'une quarantaine de psychologues triés sur le volet, dont Dunia et Charlotte, avec plus de 30 spécialités adressées. Je vous laisserai télécharger par la suite le document pour avoir un peu plus de matière sur les différentes offres d'accompagnement qu'on propose. Ce que je vous propose éventuellement, Charlotte et Dunia, c'est de peut-être repasser en revue les questions posées dans le chat pour pouvoir soit partager des bonnes pratiques, rebondir sur des questions et aller un peu plus loin dans certaines réflexions. Donc, alors, il y a Sabrina qui nous disait que le vrai problème, c'est la multiplicité d'outils qui ne communiquent pas entre eux. Ça, je pense qu'on en a tous conscience. Ouais, complètement. C'est vrai que ça, c'est vraiment terrible parce que finalement, qui accompagne beaucoup de salariés dans des mal-être au travail, cette problématique-là ressort beaucoup parce qu'en fait, on met à distance finalement la question du sens du travail et on vient même très souvent jusqu'à un sentiment de travail empêché. Pourquoi? Parce que je fais une tâche et en fait, je dois la reporter dans je ne sais pas combien d'outils pour bien attester que je l'ai faite. Et finalement, ça vient interrompre sans cesse le flot du travail. Donc, on a l'impression en fait de remplir les datas tout le temps. Mais pas de faire quelque chose de concret. Donc, ça vient mettre à distance aussi le sentiment de réalisation, le fait de voir concrètement son travail avancer, etc. Et ça, c'est vrai que c'est un énorme problème. C'est pour ça que effectivement, ces outils ils doivent vraiment être pensés et pensés aussi, bon, ça on l'a assez dit dans le webinaire, je pense, mais entre eux également. En fait, qu'est-ce que l'un a rempli que l'autre n'a pas? Parce que finalement, si on est sur plein d'outils et qu'on doit remplir des datas sans cesse, on a une perte complètement du sens du travail, de la motivation. Il y a une érosion en fait complète du travail et de la place de l'homme dans ce travail-là. Ouais, c'est ça. Tout à fait, perte de sens, ouais. Alors, on a Laura qui nous dit que cela dépend de la taille de l'entreprise ainsi que de la charge de travail actuelle. L'avantage je pense que donc elle répondait à une question précédente qui était de Jean-Yves, qui était est-ce que le SIRH peut être une bonne solution pour les TPE-PME? Alors, on a une question de Véronique qui dit que la crainte perceptible quant au déploiement de ces nouveaux outils reste l'utilisation et la gestion du temps de travail. Oui. Alors, je rejoins complètement la réflexion. Et ça vient souvent, voire toujours poser deux aspects. C'est à la fois l'aspect organisationnel, employeur, la gestion du temps de travail, c'est une obligation aussi de l'employeur. Et en tant que, alors Charlotte, tu me dis, mais en tant que psychologue du travail, on observe aussi en accompagnement individuel parfois des difficultés individuelles, des personnes qui ont du mal à se déconnecter. Quand on préconise par exemple, de couper les notifications. Charlotte disait tout à l'heure, couper les notifications. Alors, le soir, la semaine, c'est peut-être compliqué en fonction des postes. Et j'ai vu dans le chat aussi, en fonction des niveaux hiérarchiques aussi. Certes, mais voilà, mais à un moment donné, je pose toujours la question, jusqu'où, quelle est la limite et quel est le référentiel? C'est-à-dire, à partir de quand on se dit, là c'est bon, là, la limite est atteinte. Et quand je pars en congé, alors c'est une petite pointe d'humour, une petite pointe d'humour, c'est si je pars en congé, mais je ne suis pas chirurgien cardiaque. Et donc, du coup, si je coupe mes notifs le soir ou un soir ou plusieurs soirs dans la semaine ou le week-end, le cœur d'un de mes patients ne va pas s'arrêter. Absolument. 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 Il y a Emmanuel d'ailleurs qui dit qu'il y a une vraie absence de sobriété dans l'usage des outils digitaux. On devrait y être sensibilisé car il y a un impact environnemental et humain, effectivement. Ça, c'est clair. On n'en a pas parlé beaucoup aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un énorme sujet. Et je pense que c'est un point extrêmement important à souligner. Ouais, merci beaucoup pour cette remarque parce qu'elle est vraiment très, très pertinente. Très pertinente. Et il y a Sabrina, justement, qui nous partageait une bonne pratique quant à la déconnexion. C'est qu'ils ont coupé, eux, les notifications sonores de 19h à 17h, parce que de 19h à 7h du matin. Et c'est vrai qu'on échange sur cette thématique-là en partant du postulat qu'on a aussi nos téléphones personnels, mais effectivement, sur les téléphones professionnels, il y a énormément de choses que vous pouvez déjà mettre
mettre en place pour limiter justement cette charge attentionnelle beaucoup trop importante? C'est vraiment une question d'hygiène, de santé mentale. Hein. C'est comme en fait, on va prendre une douche tous les jours parce que ça nous paraît normal en termes d'hygiène physique. C'est vraiment des bonnes pratiques d'hygiène de santé mentale. Absolument. Absolument. Et on avait une question justement sur les mesures. Comment, de votre point de vue, quels sont les petits tips ou les petites pratiques que vous pouvez partager concernant justement la mesure de l'impact au final de la charge émotionnelle quand il s'agit de l'hyperconnexion et de l'usage des nouveaux outils? Alors, tout à l'heure, quand on en a parlé, je me suis dit, de toute façon, on a déjà, c'est quand même maintenant assez répandu les évaluations globales. Enfin, déjà, il y a une évaluation réglementaire dans le document unique chaque année, avec notamment l'évaluation des risques psychosociaux. Et je me demande plutôt que de rajouter un outil ou de rajouter quelque chose de nouveau, pourquoi pas intégrer quand on réalise, nous, psy du travail, consultante des audits ou des interventions entreprises, on va venir poser des questions et on les insère finalement dans un vécu, dans quelque chose, dans de l'existant. Donc peut-être partir de ce qui existe déjà pour éviter de peut-être d'effrayer les employeurs, mais partir de ce qui existe déjà et d'y introduire des questions très pertinentes et très spécifiques sur ces questions-là et bien d'autres. Et si on ne sait pas faire, parce que on n'a pas la science infuse, c'est éventuellement justement de se faire accompagner, de repartir sur les webinaires que vous avez rencontrés, que vous avez regardés, pardon, et de proposer une aide sur ces questions-là. En tout cas, de partir de l'existant. C'est ce que je proposerais en priorité. Très bien. On a d'ailleurs Nadine qui nous partage une bonne pratique qu'elle a mise en place, et bravo Nadine pour cette initiative. Elle nous dit elle vient de lancer la création d'une charte de communication numérique bienveillante. Typiquement, c'est des bonnes initiatives. Nadine, n'hésite pas, je me permets de te tutoyer à distance, n'hésite pas justement à partager justement la réflexion que tu as eue derrière et peut-être si c'est déjà mis en place, l'impact que ça a au niveau des collaborateurs. Donc, il y a plein de petites initiatives comme ça que vous pouvez mettre en place rien qu'à votre petit niveau. Il y a aussi Corinne qui nous partage le fait qu'un bon manager doit aussi pouvoir accorder le droit à l'erreur. Et on revient à la notion de performance. Il y a cette obsession au final chez le collaborateur de toujours bien performer, de toujours répondre dans la minute qui suit à un email, de tout le temps être présent sur son téléphone. Hein. Donc on avait ce retour, on en parlait tout à l'heure lors d'une conférence où suite à la conférence, les collaborateurs après cette conférence-là nous faisaient le retour que très souvent ils ont cette crainte dès qu'ils ne répondent pas, de ne pas être assez performants, de se prendre des remarques. Est-ce que tu es en train de travailler, surtout lorsqu'ils sont en télétravail, ou bien cette politique, entre guillemets, de flicage, de savoir à quelle heure la personne est connectée sur Teams, on la voit hors ligne, est-ce que c'est normal, pas normal. Donc, effectivement, c'est tous ces facteurs-là qui contribuent au final à cette charge émotionnelle, mentale et attentionnelle qu'on rencontre avec les nouveaux outils digitaux. C'est vrai que ces chartes, elles sont essentielles parce que ces injonctions comme ça à la performance, c'est si je ne performe pas, si mon attention n'est pas toujours connectée, alors je vais être virée en fait, je vais avoir un blâme, je vais pas être assez performante, on va me dire que je suis un tir au flanc, ou etc. C'est vraiment chaotique pour le bien-être psychologique parce que ça fait des réels ravages. Ça veut dire que je dois toujours être performant. C'est pas possible. Donc finalement, au bout d'un moment, cette structure, elle vient amener, elle peut très vite amener à un burn-out. Absolument. Ou à des problèmes psychologiques assez conséquents. Et on a enfin Astrid qui nous dit prendre le temps de respirer, c'est fondamental. Mais absolument, absolument. Et c'est tout le but. Hein. C'est vraiment tout le but. C'est de pouvoir aussi créer un espace de confiance et de réassurance pour le collaborateur. On a souvent des collaborateurs qui perdent énormément confiance en eux et qui, à travers ces différents outils, veulent prouver que, en fait, non, je suis là, je performe, et encore une fois, ça nous ramène vraiment à cette notion de performance et de l'impact, au final, mental qu'il a sur les collaborateurs. Et c'est là où, pour moi, c'est le rôle aussi des RH et des préventeurs QVCT, d'avoir ce rôle de facilitateur.
Et comme le disait, j'ai plus le nom, je vais essayer de retrouver le... C'est vrai que la question 5, j'ai beaucoup parlé du rôle des RH, mais bien évidemment, c'est aussi le rôle des managers. Absolument, bien sûr. Et quelqu'un l'a souligné, et donc effectivement, je veux dire que, pardonnez-moi, pour les managers, bien évidemment, je vous inclus là-dedans. C'est effectivement votre rôle également, c'est très, très important. Oui. Ben, je pense qu'on a fait le tour des questions. N'hésitez pas, en tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous écrire, bien entendu, si vous avez une question en particulier qu'on n'aurait pas abordée ou traitée. Je pense que l'échange avec nos psychologues a été très complet, a pu, je l'espère, vous donner pas mal de pistes de réflexion justement sur ces sujets-là. Et on vous remercie de votre présence. Bien entendu, le document sera disponible pour le téléchargement et un replay sera également disponible. On vous souhaite une agréable fin de journée et on se dit à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci Charlotte, merci Dunia. Merci Lala. Et on se dit à très bientôt. Au revoir. À bientôt. À tous et bonne soirée. À très bientôt.